Je pense que toi et moi on est plus proches, excusez, genre peut-être un chouille derrière, mais genre tous les trois on est très proches. Mais En vrai, là il va y dingue. avoir du challenge là. Mais c'est là que je me dis, le simulateur, les gars, c'est un truc de fou comment ça aide. Ah ouais. Sur les réflexes, parce que moi la voiture j'ai perdu plusieurs fois. Et à chaque fois j'arrive à la redresser. Et ça c'est grâce au simulateur. Parce que tu la sens partir et en fait t'as un réflexe qui vient et ça C'est le c'est trop réflexe cool. que t'as grâce au simulateur. Début 2020, j'étais allé pour la première fois à la FFSA Academy pour accompagner 3 simracers s'affronter sur le simulateur de la F4 France, dont le gagnant, Fabrizio Donoso, a obtenu une journée de roulage réel sur le circuit Bugatti en F4. C'était une mini-série de 2 épisodes que je vous invite à revoir qui permet un petit peu de voir le passage du simulateur à la réalité. Et aujourd'hui, on va faire la même chose, ou presque. Ce week-end, je vais avoir l'immense chance de disputer ma première course automobile et non, je ne parle pas du Grand Prix Explorer avec la F4. Je parle de la Twin Cup sur le circuit en ville de Pau. Oui, je vais rouler dans une Twingo de première génération dépouillée de son intérieur avec un moteur un petit peu gonflé à 130 chevaux pour un poids d'environ 770 kg. Alors, ok, c'est pas une Porsche, mais on s'en fout en vrai. La Twin Cup, c'est ce que l'on pourrait qualifier de coupe de garagiste, si vous préférez. C'est un petit peu vulgaire et moche comme terme, mais c'est du sport auto, tout ce qu'il y a de plus amateur, on va dire, dans le très bon sens du terme. C'est une bande de passionnés avec peu de moyens, mais qui font les choses bien. Alors, faut récupérer une Twingo, en soi c'est vraiment pas très cher et pas très difficile, et derrière il vous faut un kit course, entre guillemets, qui va vous coûter 4000 €. Ensuite, vous avez l'inscription au championnat complet, si vous voulez rouler toutes les courses, c'est-à-dire 9 courses courtes, 9 courses longues sur 9 week-ends, eh ben, c'est un petit peu moins de 6000 €. On ajoute à cela la licence, l'entretien des voitures, la casse éventuelle, l'équipement à acheter, et les déplacements. Bref, grosso modo, vous en avez pour 15 20 000 € en fonction de comment vous vous débrouillez pour une saison. Et je dis bien pas une course, une saison. En termes de sport automobile, c'est vraiment pas cher du tout. Alors oui, il faut les sortir quand même, les 15 000, on va pas se le cacher, mais vous n'êtes pas obligé de faire toute la saison. Il y a plein de formules différentes et adaptées, donc vraiment, c'est plutôt cool. Alors on verra lorsque l'on sera sur place, mais dans ce type de championnat, on est là pour s'amuser. Pour performer aussi pour certains, attention évidemment, mais où personne va vraiment se prendre la tête, je suppose, et le niveau est assez hétérogène. Donc peu importe en fait où on va être dans le classement, quoi qu'il arrive, on va se battre avec quelqu'un et ça, normalement, c'est plutôt top. Et tout ça, entre les rails de l'un des plus vieux Grands Prix automobiles de l'histoire, le Grand Prix de Pau. La création en 1901, 78 éditions jusqu'à présent, les plus grands noms ont roulé et remporté des victoires. On parle de Fangio, de Jim Clark, de René Arnoux, Montoya, Lewis Hamilton ou encore Billy Munger qui est le tenant du titre. Beaucoup de pilotes sont passés entre ces rails. Alors de mon côté, je connais bien ce Grand Prix. Je l'ai vécu en tant que spectateur pendant une partie de mon adolescence, car j'ai habité à Pau de 2001 à 2007, d'où généralement le numéro 64 que j'aime porter en course, en rapport avec le numéro du département des Pyrénées-Atlantiques. Pour pimenter la chose, le plateau de la Twin Cup, c'est à peu près 40 voitures sur une piste très étroite, où l'erreur se paye tout de suite, et moi, je vais me retrouver là-dedans. Ouais. Du coup, la question se pose. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de se jeter dans le bain comme ça pour une première course? Alors, je me suis fait la réflexion, et oui, je suis assez d'accord, c'est chaud quand même en vrai. Mais au fond, je me suis dit, c'est quand au final le vrai bon moment pour commencer? C'est tout de suite en fait. Si on attend, on fait qu'attendre et du coup, on fait rien. Et puis on va être honnête, une opportunité de rouler sur circuit, peu importe, quand on a l'occasion, il faut absolument la saisir de mon point de vue. Du coup, c'est bien, mais maintenant, pour qu'on en tire le plus possible de cette expérience, va falloir s'y préparer. Et c'est ce qui m'amène au cœur du sujet aujourd'hui, le simulateur. Alors, à moins que je sois blindé, que je puisse faire fermer les rues de Pau pour moi tout seul par arrêté préfectoral, donc faut que je connaisse un peu du monde, et que je fasse venir la petite Twingo pour pouvoir m'entraîner, a priori, je dis bien a priori, il y a très peu de chances que ça arrive. Du coup, on va prendre The Next Best Thing, un volant Thrustmaster, Assetto Corsa, et un mode pour le circuit et la voiture. Alors volontairement, je vais pas utiliser mon TGT2, mais plutôt le T248, qui est d'ailleurs sorti en version Xbox et qui est toujours compatible PC. Alors c'est un volant qui sert de premier volant lorsque l'on veut s'affranchir de la manette. C'est un peu ce que je vais faire finalement avec la Twingo, c'est un peu une première catégorie que l'on peut faire après le karting. Bon alors quand on est un boomer comme moi de 30 ans et qui ne peut plus prétendre à une carrière professionnelle par exemple. D'ailleurs, surveillez mon compte Instagram, je vais vous en faire gagner un très prochainement. J'en profite pour vous rappeler toujours la même chose, que peu importe le matériel, 15 000 € ou 300 €, c'est pas ça qui vous fera nécessairement aller plus vite en sim racing. Généralement, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant. C'est très valable en sim racing et en sport auto.
mais c'est peut-être un petit peu moins le cas parce que le sport auto, la diff de matériel, ça fait quand même la diff. On m'a dit que la voiture était assez proche de la réalité en termes de comportement, juste que l'étalonnage de la boîte n'était pas tout à fait correct et le circuit est vraiment bien fait. À part la dernière chicane pas assez serrée et je dirais peut-être aussi le droit à fond avant le virage de la gare, qui est le premier vrai virage du circuit. Il est peut-être probablement un petit peu trop large par rapport à la réalité, mais le reste honnêtement est vraiment incroyablement bien fait. Le but ici, c'est de rendre l'expérience au plus proche de la réalité. Je vais donc me servir de ma pédale d'embrayage, de mon pied droit pour pouvoir freiner, ce qui par habitude pour moi est assez difficile sur un simulateur. Et évidemment, on va passer les vitesses. Alors, j'ai pas un manche là pour les boîtes de vitesse, hein, pour une grille en H comme on dit, donc ce sera avec les palettes. Pas forcément question de tenter de faire des talons pointes, etc. J'avoue que je ne sais absolument pas faire la technique, donc on va voir comment on arrive à gérer ça déjà en simulateur, et après on verra aussi sur place comment ça se passera. Alors du coup, on se retrouve dans le jeu sur Assetto Corsa pour pouvoir bien découvrir ce circuit de Pau. On va y aller tranquille. J'essaie de jouer avec l'embrayage, hein, et c'est pas facile. Alors on est sur la ligne droite de départ arrivée, on va y aller tranquillement. En fait on arrive sur un premier virage qui passe quasi à fond, dépendamment on va dire peut-être des températures de la voiture, des conditions de piste, etc. Long virage à droite et en fait il est assez tricky parce que derrière il faut se positionner parfaitement pour venir taper le frein ici sur le premier gros vrai freinage du circuit qui est donc le virage de la gare. Tout simplement, et en fait là, si vraiment on est limite pour prendre le virage, vaut mieux pas prendre le virage et tirer tout droit, aller dans l'échappatoire. Mais du coup, attention à bien prendre à l'intérieur. On peut peut-être un petit peu monter dans la réalité sur le vibreur, mais il faut faire un petit peu gaffe. Et en fait, surtout, ce premier virage, il conditionne la remontée vers le pont Oscar. Donc là, on a vraiment, il y a une grosse montée qui est pas facile. On va arriver, je pense, aux alentours de quoi 130, 140 peut-être km/h à peu près. Là pareil, il y a un gros freinage, pas le droit forcément à l'erreur. On peut arriver à deux de front mais ça va être vraiment tendu donc il faudra faire vraiment gaffe. Et en fait tout le virage ici sous le pont Oscar, eh bien il est en aveugle. D'ailleurs on va pouvoir peut-être probablement un petit peu élargir parce que eh bien, à cet endroit là la route est beaucoup plus large que sur le reste du circuit. On va peut-être rester en deux je dirais. Et gros freinage ici à l'épingle du lycée Louis Barthou, où en fait à l'intérieur on a un énorme vibreur qu'il ne faut surtout pas aller prendre parce que sinon là on va péter la suspension, ça va être n'importe quoi. La réaccélération et on va rentrer dans une partie assez technique qui est donc la partie du parc Beaumont. On passe devant le casino de Pau là, qui est juste là, sur la droite. On va arriver ici, normalement faut pas prendre le trottoir à gauche à l'intérieur parce que vraiment il est vraiment vénère. Alors sur Assetto Corsa on peut faire un peu ce qu'on veut, mais là ça va. Et là en fait on va avoir une sorte de très long virage à droite et je pense qu'on peut avoir un double point de corde. Donc on a le premier point de corde qui est très tôt, on va élargir la voiture et en fait pendant toute cette phase, normalement faut garder un petit filet de frein en appuyant sur le frein avec le pied gauche pour essayer de rebalancer un petit peu de charge sur l'avant de la voiture. Et puis là faut arriver absolument super droit. Justement on arrive sur un enchaînement, une chicane en descente et là on va se faire jumper un peu dans tous les sens. On va prendre le vibreur ici à gauche. Je crois qu'on tombe un rapport entre les deux. Et là faudra pas prendre trop à droite non plus parce que sinon ça va nous faire sauter et aller tout droit. Mais il faudra bien prendre sur le vibreur. Et ensuite faudra là aussi longer le trottoir le long du virage à gauche. On va pouvoir justement un petit peu élargir, pas trop. Là aussi on n'aura pas le droit de monter sur ce trottoir, ça risque d'être un petit peu vénère. Et là on arrive sur un virage qui est mine de rien assez technique parce que là on peut monter à l'intérieur. Et long virage à droite tout en descente, on risque d'avoir pas mal de sous-virages probablement en sortie. C'est pas trop grave parce que derrière on a un enchaînement de virages. Le premier à gauche où on peut monter un petit peu sur le trottoir. Je pense que dans l'ensemble, sur les trottoirs, il faudra faire vraiment gaffe. Au début pourquoi pas, mais à la longue et le faire trop souvent ça risque de solliciter un petit peu trop la mécanique. Ici on arrive sur la chicane avant la grande ligne droite. Alors vous fiez pas forcément au tracé qu'on a là parce que normalement elle est beaucoup plus serrée que ça. Donc là pareil il faudra faire assez gaffe. Attention aussi juste à droite là faut pas trop mordre. Et là faut vraiment sortir pleine balle, vraiment sortir nickel pour la grande ligne droite de retour qui nous amène tout simplement sur la ligne droite de départ arrivée. Le circuit en soi il est pas extrêmement complexe mais il est super exigeant sur la manière dont on doit l'aborder. Les enchaînements sont pas encore une fois spécialement complexes mais ils sont exigeants et c'est un petit peu comme au ski. Si vous passez pas bien une porte, il y a des chances que les 2-3 prochaines portes vous soyez à la bourre sur la trajectoire et du coup c'est très pénalisant. Là le problème c'est que les murs sont très proches et donc du coup
bah ça se pénalise tout de suite puisque ça part dans un mur. Donc bon, on va aller faire un petit tour en handboard bien comme il faut. Le circuit en lui-même est pas hyper compliqué, mais le fait d'être entre les rails le rend particulièrement exigeant. Il y a vraiment 2 endroits assez complexes au final. Le premier virage, je trouve, quasi à fond, où derrière on doit planter les freins avec le volant bien droit, sinon bah, c'est le mur au virage de la gare. Et enfin toute la partie dans le parc Beaumont, le long endroit où il faut basculer un petit peu de charge sur les pneus avant pour ne pas arriver dans l'enchaînement de Foch en sous-virage. Le fait que la voiture soit une traction, c'est aussi assez rassurant parce que ça pourra pardonner un petit peu trop d'agressivité pour balancer la voiture dans un virage. Elle a un comportement qui est assez rassurant, on va dire, au final. Comme pour un pilote de F1 à Monaco, bah, va falloir construire une confiance au fur et à mesure des sessions dans la réalité. Même si je peux faire dernier, en vrai, c'est pas grave. Juste le fait de rouler, c'est déjà suffisamment incroyable, donc il n'y a pas d'objectif. Allez. Allez, on s'élance pour un tour du circuit de Pau. Vous allez voir, le premier virage, en fait, il passe facile à fond sur le simu. Dans la réalité, je pense qu'il ne passera pas du tout aussi à fond, aussi facilement. Voilà, là on l'a attaqué vraiment gentiment. On a vraiment la caisse on a vraiment l'arrière qui se dérobe dans tous les sens. Là, il faut vraiment qu'on la stabilise parfaitement pour le freinage du premier virage. Allez, le pont Oscar maintenant. Alors comme on est en montée, on peut freiner un chouïa plus tard, mais pas trop. Vous avez vu, on a pas mal de sous-virages aussi sur la voiture. Bon alors normalement je passerai pas la 3 ici, je pense. On arrive dans le parc Beaumont. Hop, on peut garder un petit filet de frein léger pour essayer de mettre un peu de charge sur l'avant de la voiture. La stabiliser. Voilà, là c'est pas trop mal passé. Là pareil, il faudra faire un petit peu attention parce que mine de rien ça tourne beaucoup. Et ça descend beaucoup. Allez, on va faire genre qu'on a une grosse chicane. Ok, bah pas mal. Ouais, il y a encore du progrès à faire évidemment, mais déjà on a un premier aperçu, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais rester encore quelques petites heures là à m'entraîner parce que on va être tout à fait honnête. Il y en a vraiment bien besoin. Et surtout, il va falloir travailler le placement du regard. Surtout pour les premiers virages et finalement les virages qui vont être un petit peu à l'aveugle du fait qu'on ait les rails de sécurité devant, etc. Donc il y a encore un peu de boulot. Hein. Bon alors du coup, il faudra freiner un petit peu plus. Au final, le simu va permettre de travailler plusieurs points différents qui vont nous servir dans la réalité, mais je pense que ça a beaucoup plus de limites que ce à quoi moi je m'attends. Le simulateur va me permettre de travailler ce que l'on appelle mes inputs, c'est-à-dire toutes mes actions sur les commandes de la voiture. Accélérateur, frein, embrayage, volant. Je vais aussi évidemment travailler sur les trajectoires, le placement de la voiture. Donc c'est déjà un assez bon pas en avant sur la préparation, mais du coup, comme je vous l'ai dit, il y a des limites. Premièrement, le travail du regard. Le regard, c'est ce qui dicte où vous emmenez votre voiture. Plus on regarde loin, mieux on peut prévoir nos actions sur les commandes de la voiture. En simulateur, sur un écran, c'est possible, mais on n'est pas dans la réalité et on ira malheureusement toujours chercher moins loin du regard nos repères dans le simulateur que dans la réalité. Et vous allez me dire, et la VR alors? Je t'en fais quoi là? Moi j'ai mis droite dans le mur. J'ai testé la réalité virtuelle il y a quelques années maintenant, mais là aussi on a une limite, c'est que plus on regarde loin en VR, plus on aura tendance à avoir une image entre guillemets un peu pixelisée. Alors aujourd'hui avec les nouvelles générations de casques, je ne sais pas du tout ce que cela donne, et il faudra que je teste du coup. Deuxièmement, je vous ai parlé de l'action sur les commandes, mais forcément on attend une réaction de la voiture, et là aussi ça va différer. Dans le simulateur, en fait, on a 3 sources principales de retour de l'information de nos actions sur les commandes de la voiture. Le son, l'image et le retour de force du volant.
Ces 3 sources d'informations se complètent pour donner à notre cerveau le comportement de la voiture. Enlevez une de ces sources et vous vous handicapez sur la manière de piloter. Et là où on va différer avec la réalité, c'est tout simplement sur le fait que notre corps soit dans la voiture et ressente son comportement. Un simracer prend l'information du comportement de la voiture dans le volant, avec l'image aussi, tandis qu'un pilote va prendre l'information du comportement dans le bas du dos et les fesses. Cela fait donc une source d'information que je n'ai pas de disponible, qui en plus est vraiment très difficile à bien reproduire en simulateur et à laquelle je vais aussi devoir rapidement m'habituer. C'est ce que l'on appelle plus communément les forces G, grosso modo, et le travail de l'oreille interne, de votre équilibre quoi. Donc c'est assez important. Dernière chose, la limite à laquelle on se heurte en simu, c'est la différence de détail entre ce que l'on est capable de simuler et la réalité. Et bordel, qu'est-ce que c'est bien détaillé la réalité! Qu'est-ce que c'est fin! Oh là là! Vraiment, la réalité, c'est la Rolls-Royce du simu, clairement. On va forcément avoir plus d'informations à prendre en compte, et en plus, de meilleure qualité par rapport au simu, quoi qu'il arrive. Et le but, ça va être de permettre à notre cerveau de pouvoir gérer tout ça, et ensuite de pouvoir aussi l'utiliser à bon escient. Et cette finesse, ce détail hallucinant de la réalité, moi, ce n'est pas mon référentiel de base. Moi, le monde dans lequel mon cerveau a grandi, c'est la simu auto, pas la réalité. Je n'ai jamais vraiment vu la réalité au final, je commence doucement à la découvrir, donc du coup je l'ai vu que très peu. C'est un peu l'allégorie de la caverne de Platon si vous préférez. Le simu va donc me préparer sur mes actions et gérer les commandes de la voiture et son placement en règle générale, mais le jour J, il y aura beaucoup plus à gérer. Heureusement, nos générations qui sont nées avec le jeu vidéo, on a tendance à développer plus naturellement notre capacité d'adaptation. Pour terminer, je vais regarder quelques on-board pour justement approfondir mon travail du regard, voir les points de freinage, les points de braquage, les pièges à éviter que la simu ne peut pas me faire expérimenter. Réponse donc ce week-end, petit budget, grand plaisir, je vous ferai un vlog et on partagera l'expérience ensemble, évidemment.